see what you can do. Super, ça trouble aucunement notre quiétude. Jérôme, tu t'es occupé à te présenter, tu fais ça. Bien, installe-toi, prends un tabouret ou si tu préfères être là, pas de problème. Mais... C'est pas complètement rond. Peut-être trop bouger. Voilà, il y a une légère asymétrie créée par la table. Mais la table est un peu petite pour faire ça. C'est pas une table ronde, moi c'est un tabouret en forme de U. La table est petite. Un tabouret. C'est vrai. Trop chouette. Donc Jérôme, super, comme ça on cadre un peu. Laurent, juste dis ton nom. Moi, ouais, je m'appelle Florent et je suis auteur et éditeur de jeux. Chouette, Jim, auteur de jeu. Benjamin, chroniqueur sur le blog Geeklet et apprenti auteur de jeu. Marie, auteur de jeu. Wilfried, auteur de jeu avec Marie. Loïc, auteur de jeu. Thibaut, auteur, éditeur, distributeur de jeu. Clémentine, future créatrice de jeux, j'espère. Et sinon, on organise des réunions pour pratiquer les langues en s'amusant, donc notamment par les jeux de société. Donc surtout sur la thématique linguistique. Trop bien. Voilà. Max, du coup, l'animateur en anglais de Clémentine. Moi, Sébastien, donc je suis graphiste illustrateur. J'essaie d'être aussi éditeur et créateur de jeux de société. Donc je viens parce que ça m'intrigue et piquer un peu vos connaissances aussi. Et Franck qui s'essaye à la création de jeux. Trop bien. Et Si tu prends... Gwen du Festival du Dina. Génial. Si tu veux, prends un tabouret pour être... Ouais, bah, j'ai Voilà. Là, il y en a un. du café ancien. Il fait le bruit. Ah oui, c'est bien. Moi c'est Antoine, enfin, voilà, j'essaie de si créateur de jeux, j'essaie, voilà. Très chouette. Donc, l'idée c'est de la réflexion qui soit totalement participatif, donc pas quelque chose de piloté, cadenassé, on va commencer par ceci, puis on parlera de cela. C'est une vraie conversation, et donc c'est alimenté par vos questions, nos questions, notre questionnement ensemble. Donc, je ne sais pas si il y a l'un d'entre vous qui a un point particulier, qui le travaille. Ouais, mais comme il y a beaucoup d'auteurs, c'est très bien. Au niveau de la protection des idées pour les jeux de société, qu'est-ce qu'il y a comme mesure de protection qui existe? L'édition. L'édition, ça marche. Mais, Et encore, c'est pas garanti à 100%. Encore, c'est pas garanti. d'accord, il n'y a pas de trucs comme les brevets, il n'y a pas d'équivalent. Je crois qu'il n'y a pas de brevet. Enfin, je sais pas comment font les autres. Il y a l'INPI, Il y a pas les Ouais, tu les peux faire une enveloppes lettre solo. dans le solo. Ouais, dans l'autre Mais ça sert à rien. coûte 15 euros. Ah oui, l'enveloppe solo, oui. Tu peux protéger ton titre, tu peux protéger tes graphismes, Des illustrations, etc. Mais tu vas payer dans le Tu peux pas protéger ton mécanisme. Mais c'est une très bonne question, et c'est vrai que c'est un peu surprenant. On dit ah oui, non, en fait, c'est pas prévu. Mais c'est lié aussi au fait dont le monde de l'édition, le monde du jeu de travail, c'est un espèce de gentleman's agreement permanent qui n'est pas tout à fait pleinement respecté toujours. Mais l'idée c'est que le coût en termes de réputation pour un éditeur de commencer à totalement pirater, piquer quelqu'un d'autre, serait trop important par rapport aux gains qu'il pourrait en retirer. Et donc, il y a, et d'une certaine manière c'est quand même assez magnifique, c'est en fait la confiance. Plutôt que d'avoir un système de protection de la propriété intellectuelle super sophistiqué avec des... voilà, essentiellement c'est un univers où les gens sont le plus souvent font preuve de camaraderie et de fair play. Et donc c'est de cette manière-là que... Et puis voilà, comme Florent disait, une fois que le jeu est édité, là en tout cas c'est très clair. J'ai l'impression ça peut paraître paradoxal, mais j'ai l'impression que plus on le montre, plus il s'autoprotège, parce qu'au final, on le montre tellement sur les festivals, les salons, toujours à plein de gens différents, tout le monde sait tellement tout ce qui va sortir, ce qui est en cours, ce qui circule, ce qui machin, que forcément, s'il y a une idée similaire, on en entend parler. Sinon, on la voit pas directement, on en entend parler, ou voilà. Et à la limite, j'ai presque l'impression de ce qu'on fait là, ce qu'on commence à faire, c'est de faire carrément des vidéos, de les balancer sur les réseaux sociaux, et puis dire, voilà,
voilà, on monte là-dessus, on fait la vidéo, on montre les règles, et puis au moins il y a le truc qui montre qu'on était dessus, que le truc existe, qu'on était dessus, avec des gens en train de jouer, avec la règle qui était précisée, etc. Et je pense que plus on le montre, plus ça s'auto-protège, mais de façon officieuse, quoi, en fait. Sinon, il y a la tendance inverse, le truc très stressant où tu es seul dans ton bunker atomique à travailler sur ton idée de jeu, et tout à coup, ton jeu sort. Mais comment c'est possible? Comment ils ont réussi à... Et c'est juste parce que... Voilà. Ouais, des coïncidences d'idées, des fois, qui sont en même temps, et ça, c'est super énervant. Enfin, c'est énervant. Quand c'est l'autre qui sort, c'est énervant. Ça m'arrive 2 fois de voir mon jeu, alors que je sais très bien que l'autre en face, on avait mis nul contact, et puis c'était fortuit des deux côtés, quoi. Et juste qu'il y en a un qui a eu quelques mois d'écart, et puis voilà, c'est... Et puis enfin, ça arrive dans les deux sens, là. Mais ouais, c'est pas de bol, quoi. C'est un sujet inépuisable, mais on a fait déjà un petit tour. J'ai une question pour les auteurs un peu plus chevronnés. Sur les quelques auteurs très débutants. On est, comme tu disais, dans un bunker en train de développer le jeu. À partir de quel moment et quels sont les signaux pour... on se dit, ce proto, je vais le présenter à un éditeur, et quel éditeur cibler? C'est pas forcément évident, quand on a un jeu, on sait pas forcément la cible, on n'arrive pas forcément à savoir à qui le montrer, est-ce qu'il faut le montrer à tout le monde, ou alors est-ce qu'il faut vraiment cibler les éditeurs chez qui on va le montrer? Déjà, tu vois, quand il aboutit, en fait, ouais, à force de le faire tourner, tu vois le moment où machin, il tourne correctement. Il devient difficilement perfectible par rapport à... Il peut rester micro-réglage, quoi. Ouais, voilà, mais enfin... Ça, il reste toujours. Je trouve vraiment... Enfin, moi, je suis auto-édite, donc c'est un peu particulier, mais par contre, je vois les retours de tous les copains partout, j'ai l'impression que de plus en plus, les éditeurs, ils veulent des jeux clés en main, quoi. Enfin, déjà tout prêt, tout propre, vraiment... de plus en plus, c'est comme ça. Ah ouais. Je trouve que c'est vraiment... Le graphisme, tout... Non, pas le graphisme. Mécaniquement, méthode de réglage... Ça dépend vraiment. Ça, c'est un peu normal, je pense, quand même. Avec un éditeur, le vrai travail d'édition, c'est d'accompagner l'auteur sur la finalisation aussi de toute une série de petites choses qu'il ne maîtrise pas. Après, il y a un jeu où la mécanique est directe et simple, je pense qu'effectivement ça se prend tel quel, mais ça dépend un peu des éditeurs. Mais moi je ne suis pas sûr qu'il y ait une tendance particulière autour de ça, mais ça dépend le type de jeu que tu fais, je crois. Je crois qu'un éditeur, il y en a quand même pas mal qui aiment bien d'imprégner aussi, de travailler certaines choses avec l'auteur. Avec ou pas d'ailleurs, parce qu'il y a certains éditeurs il n'y a plus vraiment de suivi par rapport à l'auteur. Enfin, je sais que nous, en tant qu'éditeur, les jeux qu'on a signés d'autres auteurs, on les a beaucoup travaillés, modifiés, même au niveau de la mécanique en fait. Il y a l'idée de base qui a plu, et puis après il y a le travail. On s'est approprié. Par contre, on le fait avec l'auteur, on ne fait pas de nouveauté, c'est vraiment un travail ensemble. Après, ça dépend, je pense, du niveau d'originalité du jeu. C'est un truc une idée super originale, à moitié finie. L'éditeur il va te dire ah oui mais là ça je veux le faire, tu vas retravailler 50% de la mécanique mais l'idée de départ est bonne et en tout cas assez originale et différente pour qu'ils te disent je veux. Si c'est un truc qui n'est pas super original, il faut que ce soit vraiment fini. Il y a tellement de jeux qui passent au final que j'ai l'impression qu'à moins d'avoir un coup de cœur ce qui arrive sur une idée, comme tu dis, c'est une super idée de base, mais il y a peut-être tout à refaire finalement, donc on a envie de s'investir dans un boulot d'édition pour refaire plein de choses. Par contre, sinon, si c'est pas un coup de cœur, mais qu'on se dit que le jeu est extrêmement bon, là, dans ce cas-là, je pense que c'est vraiment un truc tout prêt, clé en main, qu'il faut. Donc, tu vois, c'est vrai, il y a en fait, il y a pas de diversité. Ouais, voilà, ça. Il y a certains éditeurs qui veulent que tout soit déjà fini, impeccable, bouclé, et même, c'était un peu entre les lignes de ce moment de conversation, même au niveau des graphismes, il y a des éditeurs qui ont du mal à se projeter. Si tu leur montres un truc tout pourri, non, c'est vraiment pas pour nous. Tandis que si tu leur montres un truc tout beau, tout léché, ouais, c'est vraiment... voilà. Et puis, dans d'autres cas, juste une idée, et l'éditeur va s'investir, développer le jeu, parfois bosser pendant des années parce qu'ils sentent qu'il y a quelque chose qui est pas dans là-dedans. Donc, en effet, il n'y a pas de règle générale. Et je suis d'accord avec Thibaut, c'est pas facile de dégager une tendance, mais j'ai quand même l'impression que de plus en plus, les protos qu'on voit tourner sont plus beaux, plus aboutis, et voilà, la barre remonte quand même un peu. Il y en a plus, donc la qualité. Pour se faire repérer, c'est vrai que il y en a plus qui sont bons, donc
parmi les bons, il y en a moins qui passent. Et après, tu parlais de cibler à qui montrer en fait. Qui montrer. Ça, je pense, ça dépend vraiment des. Du jeu et de la gamme de l'éditeur. Enfin, Ouais. déjà un peu Après, ça sentir dépend parce qu'il y a quand la- même beaucoup d'éditeurs qui n'ont pas de ligne éditoriale très précise, quoi. Donc ils Ah, mais il y en pourront. a plein qui partent sur autre chose totalement. Il y en a qui vont faire du jeu enfant alors qu'ils sont pas du tout dans le jeu enfant. Sur des coups de cœur. Sur Ouais, des c'est coups de ça, cœur, ouais. Puis ça peut être un déclencheur de nouvelles gammes. Ouais, Enfin, Il faut prendre le temps de les connaître. ouais. Oui, c'est ça. Mais c'est vrai qu'au début, selon ce qu'est ton jeu, bah, c'est quand même bien de s'orienter vers Oui. quelqu'un, un éditeur qui a des jeux qui ressemblent à ça, quoi. Enfin, En termes de public cible plutôt. Ouais. C'est ça. Et puis il y a certains éditeurs qui ont voilà, une dimension de gamme très très forte, très très claire. Voilà, genre des jeux abstraits à 2 joueurs. Voilà, c'est pas tous les éditeurs qui vont être. Voilà. Ou des jeux avec des cartes recto verso qui. Voilà, pour penser ému pour notre ami Cyril qui est pas avec nous à ce moment-ci, contrairement à l'année passée, parce qu'il est juste là où il y a de la lumière. Donc il y a quelques éditeurs qui ont des gammes très claires, et par contre, si le jeu est fabuleux, une super bonne idée, une jury, ça pourra intéresser beaucoup plus de monde. Ouais. Mais voilà, et puis après, il y a ce qu'on cible. Ah ouais, tiens, ça ce serait parfait pour tel éditeur. Et puis il y a aussi, t'es dans un festival, le jeu est sur la table, et puis le hasard des rencontres, ah tiens, tu devrais le montrer, ah, je sais qui cherche. Hein. ouais, on a tendance à se les renvoyer quand même, mais malgré tout. Enfin, J'allais dire souvent aussi, on se dit tiens non, mais pour nous, bof, mais par contre. ouais, va je voir. pense que Parce qu'il y a quand même la caméra grise qui est entre toi, il y a les En fait, si tu es sur un festival et que tu as ta table avec ton jeu qui tourne et qu'il est vraiment bon, en fait, c'est pas toi qui vas chercher l'éditeur, Ouais, il y a le bon qui va s'asseoir à la table. Ça peut te tomber dessus sans que tu fasses des trucs. Mais juste par rapport à ça, moi je trouve qu'il ne faut pas se mettre de restrictions dans le fait de ne pas aller voir quelqu'un. C'est plutôt l'inverse, surtout en démarrant. Je veux dire, tu verras des gens et puis, Ouais, puis voilà, les avis comment sont toujours intéressants. Voilà. Et chez un éditeur, tu es en face normalement à quelqu'un dont c'est le boulot, donc ça pourra de toute façon t'aider, possiblement en tout cas. Puis ça va t'ouvrir voilà, tous les acteurs qui existent au fur et à mesure. Ça peut être pour un prochain jeu, tu diras, ah, mais je me souviens. Surtout, si le jeu que tu lui montres, même s'il n'est pas pour lui, mais il est bon, il pourra voir que tu n'es pas un rigolo qui fait du Monopoly, on va dire, avec des échecs. Et il notera ça dans un coin de sa tête que toi, tu n'es pas un rigolo. Par contre, si ton truc ressemble au Monopoly des échecs, là, ce sera mort. Parce qu'il y en a quand même encore pas mal. Donc juste bienvenue, c'est une vraie conversation. Donc voilà, s'il y a un sujet brûlant dont tu as envie qu'on parle, sur voilà, les questions de l'idée à l'éditeur, en passant par toutes les étapes, tous les chemins de traverse. Si ça me brûle, j'hésiterai pas. Ben voilà, on a fait le tour. Salut, c'était bien. Tu parles aussi des questions d'illustration, de graphisme. Non, pas spécialement. Mais là, j'avais une question, c'est à propos du crowdfunding dans l'auto-édition. Si ça fonctionnait réellement ou pas, parce qu'il y en a pas mal. Il y a beaucoup de projets qui semblent aboutir et d'autres non. En fait, il y a un truc qui est valable pour toutes les questions, je crois, autour de la création et l'édition, c'est qu'il n'y a pas de règles. Ouais. Mais c'est vrai, hein, on pourrait répondre ça à C'est tout. vrai, c'est vrai. Non, mais on voit de tout. Question suivante. Non, parce que quand tu dis, tu as des exemples, tu as des gros cartons. Parce que tout le monde croit que c'est Jim à chaque fois. C'est super gênant. En fait. Non, mais ouais, tu as des. Après, j'ai l'impression, moi, c'est un truc auquel j'ai jamais participé. Toi non plus. Je peux dire de quelques cas, c'est tout à fait vrai. Il n'y a pas de règle, c'est peut-être encore plus vrai dans ce cas-ci. Il y a des tentatives de crowdfunding qui n'ont pas marché. Il y en a qui ont été des succès incroyables. Il y en a, voilà, un autre camarade où il y a eu 2-3 démarrages ratés, et puis espérons que le prochain sera vraiment le bon. Ce qui est sûr en tout cas, c'est que c'est pas une recette miracle. C'est pas une recette miracle en soi. Ah super, on a trouvé une nouvelle manière d'éditer des jeux. On fout juste ça sur Kickstarter et puis ça demande autant
boulot, de fond, d'expertise, de professionnalisme que d'autres modes d'édition. Et donc, en tout cas, ce qui est clair, c'est qu'un crowdfunding bâclé, ça va très probablement pas fonctionner. Et par contre, voilà, si les moyens de communication, de buzz, de diffusion de l'information et de mobilisation d'une communauté d'adhérents sont vraiment mis en place, alors là, c'est vrai que ça peut donner de très bons résultats. Mais c'est pas une espèce de nouveau coup de baguette magique qui permettrait de... Juste un nouvel outil. Mais est-ce que c'est pas plus justement axé sur la communication plutôt que sur la qualité propre du jeu? Mais le truc, c'est que pour que ça marche, il faut que... Il faut vraiment de la grosse com, même un très bon jeu, si la com est ratée. Une grosse communauté, en fait, je pense. Ouais, c'est ça. C'est surtout Ouais. une question de réseautage et de communauté, j'ai l'impression. Bah, c'est du buzz. Il faut vraiment que le jeu ait buzzé, qu'il ait beaucoup tourné, et puis ouais, qu'il y ait une bonne communauté de fans sur le proto, quoi. C'est ça. Enfin, je pense au jeu là, Kitten, machin. T'as mis le Tuki? Non, Kitten, le truc avec les chats qui explosent. Ouais, c'est quoi? Exploding Kitten. Qui a fait, enfin, je sais pas si vous avez vu le jeu, la mécanique. Voilà, je pense, enfin, bref. On va parler de la mécanique, mais c'est un jeu qui a fait le plus gros succès en termes de jeu de cartes, de crowdfunding. Je pense que c'est un bête jeu de cartes. Mais en fait, tout est parti de l'illustrateur. Je pense que c'est l'illustrateur. En fait, c'est un gars qui est méga connu, qui fait du comics aux États-Unis, qui a une communauté de dingue. Il a suivi son jeu. À ça, tu as rajouté toute la communauté de joueurs, parce qu'il s'est associé avec un éditeur qui garde une communauté. Ça fait un truc, c'est dépassé le million, hein, je sais. Ouais, c'est combien, mais pour un jeu de cartes. Hein. Ils ont dû faire des boîtes en or. Les dernières boîtes, elles sont dorées. Des trucs, tellement ils ont trop de... Mais là, ça s'est basé, enfin moi je suis un tout petit peu comme ça de loin, mais c'était surtout une question de communauté. C'est pas le jeu en lui-même, on s'est dit, waouh, génial, on va être... C'est pas un vrai projet jeu, c'était un délire qui a explosé parce que c'est passé à la télé américaine. C'est parce que l'auteur... Cela étant dit, le jeu est plutôt bien foutu en termes de mécanique en réalité. Il y a quand même une grosse part de communication, je pense, dans le Kickstarter par rapport à... Enfin, peut-être, forcément, un éditeur va devoir faire de la com pour vendre son jeu, mais il y a peut-être un bouche à oreille qui va fonctionner plus fort chez un éditeur que chez un Kickstarter où on ne peut pas vraiment tester avant de recevoir le jeu. À part si on va chercher le proto, mais... Encore une fois, les protos ils tournent tellement que finalement il y a des protos à tel point que des trucs qui buzzent énormes, des fois, oui, on ne sait pas s'ils sont sortis ou pas les jeux en fait. Oui, c'est vrai. Et ça, c'est peut-être une autre constatation aussi, c'est un truc à part, mais je fais pas des festivals depuis longtemps, ça fait 2 ou 3 ans, mais j'ai l'impression que même en 2 ans, ça a glissé de on teste des jeux qui viennent de sortir à on teste des protos qui sortiront dans 1 ou 2 ans. On teste de plus en plus de protos en fait sur les festivals et de moins en moins de nouveaux jeux. Enfin, c'est des nouveaux jeux, mais du coup, c'est des pas maquettes. sortis. Enfin, c'est carrément des maquettes en fait. Enfin, c'est un jeu qui va être édité dans tous les cas. Oui, c'est ça. L'état de... Quoi l'état de... Je sais pas si... C'est vrai, ça c'est une dimension. Une autre dimension, c'est qu'en effet, le jeu, je sais pas, les mécanismes, l'écriture de la règle, le type d'illustration et tout l'effort de communication ou de génération de buzz ou de susciter une communauté d'adhérents qui vont soutenir, voire prescrire le jeu, tout ça c'est lié. Alors ça apparaît de manière très claire dans le Kickstarter, là c'est évident, mais en fait même dans les autres formes d'édition, c'est ces différentes composantes de cette démarche qui sont indispensables pour que le jeu puisse rencontrer son public. Ouais. Il y en a qui croient ça, mais c'est un tiers du boulot, quoi. Excellent, ça va très loin. Moi j'évoquerais bien 2-3 difficultés quand on se lance dans la création. Moi j'avais en vue un jeu pédagogique au départ, donc sur un sujet très sérieux et qui se voulait... qui n'avait pas de prétention à l'édition au début. Et en fait je me retrouve avec une difficulté qui est que plus je complexifie le jeu pour faire une simulation du propos, enfin de l'objet que je suis censé expliquer à travers le jeu,
plus je complexifie le jeu et plus je perds du public accessible. Je suis sur quelque chose qui s'adresse plus qu'aux hardcore gamers, fin stratège, et donc je perds la possibilité d'expliquer le sujet au plus grand nombre, quoi. Et pour l'instant, je suis bloqué, c'est complètement insoluble. Et je ne sais pas où je dois perdre, où je dois simplifier pour toucher plus de monde. Et quand. Voilà. Mais épurer, c'est super chaud. Hein. En fait, c'est plus dur de faire simple que de faire compliqué. Ah ouais. Un truc efficace qui marche, épuré, et en plus qui veut faire passer un vrai message. Là, c'est ça. C'est si je simplifie, je perds du pouvoir explicatif, quoi, tout simplement. Il faut chercher le cœur du message qu'on veut faire passer, et du coup, le cœur du mécanisme qui correspond au cœur de ce message. C'est facile à dire. Et des fois, il ne faut pas hésiter à sabrer dans le message, enfin, dans tous les paramètres qu'il peut y avoir. Des fois, est-ce qu'il ne vaut pas mieux sabrer et mettre de côté tout un paquet de choses et que de toute façon les gens, je ne sais pas de quoi il s'agit en plus. Ouais, sachant que quand on, les jeux pédagogiques entre guillemets, c'est, je ne sais pas à quel moment c'est pédagogique, à quel moment ça l'est pas en fait. Mais juste pour dire, dans ta question, c'est super, quoi. Comme chacun des sujets qui ont été mis sur la table, il y a justement toute cette tension. C'est ce que tu nous dis toi-même. Tu as une tentation qui est d'aller vers un truc qui est plus simulationniste, plus complet, mais qui risque alors de devenir un peu impénétrable ou réservé à des initiés, etc. Une autre tentation qui est que tu sens toi-même, qui serait quelque chose de plus simple, de plus accessible, ou après, on peut discuter de plein de choses. C'est, en définitive, c'est à toi vraiment de faire ce choix. Je sais que toi, tu étais aussi dans un projet avec cette dimension-là d'un message à faire passer. Alors après, un message à faire passer, ça peut être sensibiliser les gens à une problématique. Donc ça veut dire en fait susciter le questionnement. C'est assez différent de transmettre de l'information. Transmettre de l'information, ça, les jeux dont la vocation c'est de transmettre de l'information, c'est un boulet assez lourd à devoir tirer, quoi. Et d'ailleurs, excuse-moi, je fais ça parce que moi je fais une distinction assez forte entre le jeu pédagogique, pour moi n'existe pas. C'est un outil pédagogique qui utilise une mécanique ludique. Parce que pour moi le jeu, si le premier élément c'est pas le plaisir, le premier objectif pas le plaisir, on le perd. Or dans un outil pédagogique, le premier élément c'est de faire apprendre quelque chose. Et cette différence-là, pour moi, elle est assez importante et elle est souvent mélangée quand on essaie de réaliser ça. Je dis ça parce que j'ai fait des outils pédagogiques dans le temps. Et c'est des approches qui sont assez finalement très différentes. Donc par rapport à la complexité de règles, de choses que tu veux apporter, franchement, c'est un super point. J'ai été confronté exactement à ça. Donc, j'étais approché par la fédération, je suis de Belgique, la fédération belge des ONG de développement, d'aide au développement. Ils avaient un dispositif qui est exactement comme tu dis Thibaut, un dispositif pédagogique. Ça s'appelait jeu, mais il n'y avait rien de ludique là-dedans. Et donc voilà, les gens pouvaient passer un moment intéressant, mais en tout cas ils ne s'éclataient pas, ça c'est sûr. Et nous sommes venus vraiment pour dire, ok, mais comment on peut vraiment faire un jeu? Et on est parti vraiment des sensations, du moment que les gens vont passer ensemble. Finalement c'est un dispositif où le moment de jeu est très bien intégré dans toute une journée, voire deux. Il y a vraiment une dimension émancipatrice pédagogique. Mais le jeu n'est pas une espèce de mécanisme de transfert d'informations. Le jeu, ça suscite des émotions, ça permet aux joueurs de vivre et de créer et de raconter une histoire ensemble. Donc là aussi, tu dois voir, là tu restes assez sibyllin sur le contexte, etc. C'est très bien, mais en tout cas, voilà, c'est plusieurs éléments qui peuvent permettre de réfléchir à ces questions. Je suis un petit peu confronté au même problème sur le jeu que je suis en train de développer. Donc j'ai commencé par faire vachement difficile, j'ai réussi à simplifier un peu. Et je réfléchis ça avec ma famille qui sont des ingénieurs, donc ça réfléchit ça part dans tous les sens, mais bon, généralement on s'en sort. Et qu'en fait, sur un jeu où tu vas avoir une énorme complexité, tu peux le simplifier en faisant disons un jeu évolutif avec par exemple une version accessible à des enfants plus jeunes et puis avec des règles plus complexes.
pour complexifier, aller plus loin dans le truc. Donc différents niveaux de règles au final dans ton jeu pour plus d'accessibilité. Alors ça, c'est vrai que c'est une approche. Après, ça peut paraître aussi comme t'as pas su choisir. Donc, comme auteur, tu avais 4 idées et toute la complexité pour évidemment, c'est un jeu, c'est qu'il soit fluide. C'est la plus grosse complexité aujourd'hui pour réaliser un jeu qui a un succès ou qui remporte un retour. Voilà, je dis pas que c'est mauvais, je dis juste qu'il faut bien réfléchir à pourquoi tu fais effectivement ces étapes-là. C'est parce que tu n'as pas su simplifier ou fluidifier ou sortir l'essentiel de ton jeu. Et que du coup, peut-être tu fais plusieurs étapes en disant il y a un niveau 1, puis vous allez pouvoir jouer avec le niveau 2, puis avec le niveau 3. C'est une vraie question. Mais c'est une solution qui est parfois une fausse solution. Juste de changer de ça, le truc le plus rude, c'est si le jeu est dit le cul entre deux chaises. Ça, c'est le truc qui tue. Je dis, ah oui, c'est un peu les choses dont on parlait. Oui, voilà, c'est un jeu pour enfants, mais il faut quand même une thèse de doctorat en mécanique quantique. Il y a un problème. Il faut, voilà. Et puis, l'autre chose, c'est très souvent dans les premiers jeux, voilà, d'en parler avec des camarades en sorte de jeu. On veut tout donner, on veut tout mettre. On l'aime, ce petit bébé-là. Et donc les couches se rajoutent les unes aux autres. Et comme disait Marie-Perron tout à l'heure, simplifier, les purs. Ce jeu-là, peut-être qu'il pourra donner naissance à une dizaine de jeux différents, mais qu'est-ce qu'on peut avoir? Oui, voilà, truc clair, ça s'explique rapidement, la règle est simple, claire, ok, des possibilités différentes, mais donc voilà. Ça vaut peut-être même la peine de se mettre à bosser sur d'autres projets, et comme ça, toute cette créativité que tu as, tu vas lui donner plusieurs formes, et alors tu peux épurer ce jeu-là parmi d'autres. Après, ce qui est bon, enfin moi c'est bon pour moi en tout cas, c'est souvent des jeux quand je tourne en rond ou que le truc existe mais j'arrive plus à aller plus loin, etc. C'est les foutre au tiroir et de ressortir très longtemps après en fait. Et on voit les choses complètement différemment, on redécouvre le truc et on a des nouvelles idées, enfin je sais pas si ça vous fait ça. Oui. Je vais montrer. Parce que moi, j'ai un proto que j'ai abandonné il y a 5 ans. Ouais. Puis, tiens, pourquoi j'ai pas cette idée-là à l'époque? J'étais coincé, quoi. Et puis là, alors je sais pas ce qui sera bon, parce que je suis en train de bosser dessus. Mais plein de nouvelles idées qui arrivent et qui permettent de résoudre plein de problèmes qui paraissaient insolubles il y a 5 ans. Puis les montrer à d'autres auteurs, en fait, à d'autres. Ouais. Aussi, même en ce qui me concerne, je trouve ça plutôt bien en général d'éviter le cercle famille, amis. C'est juste bien pour le premier encouragement, mais je pense qu'il faut très vite s'en dégager parce que quand il y a de la condescendance, c'est rarement les tours les plus objectifs possibles. Ils sont souvent très condescendants pour faire plaisir, mais c'est ce normal. Ils trouvent tout bien. Oui, bah voilà, c'est vrai. C'est quoi qu'il a fait, c'est Non mais ouais, le faire tourner, et puis en plus les gens, les autres, ils aident énormément, enfin ils apportent des idées dans notre machin et puis on voit plus rien. Et les autres ils disent ah tiens pourquoi t'as pas fait ça? Ah bah ouais, moi j'ai pas fait. C'est vrai que quand on est dans nos projets. C'est bien de les laisser de côté à un moment, pour même faire autre chose et ça revient. Ouais, trop nubilé. Et pour pas s'en dégoûter, c'est vrai. Et en plus, on peut pas s'en dégoûter. Aussi. Et après, parce que je ne sais pas où tous les dans votre projet, mais parfois ça peut être intéressant, je pense. Il y a plusieurs choses qui se superposent et je ne vois pas ce qu'il faut faire. C'est peut-être juste arbitrairement en dégager une. Je la retire et je fais le test, mais vraiment le test comme ça, même si tu te dis toi, parce que c'est difficile et comme tu me le dis, c'est un bébé, on a toutes nos idées, elles sont toutes bonnes mes idées. Mais alors oui, elles sont bonnes, mais peut-être pas toutes ensemble comme ça, et peut-être pas. Et donc juste dire voilà, littéralement, comme retirer une carte du jeu, est-ce qu'elle tourne encore? Et parfois, on a sincèrement des surprises. Moi, ça m'est déjà arrivé d'avoir des trucs. Moi, ça m'est arrivé plusieurs fois en fait. Il y a une idée de départ pour faire le jeu. Je pars de cette idée, je développe mon jeu. Et finalement, je me rends compte que la solution, c'est enlever l'idée de départ. Et ça, c'est super dur en fait. C'est très compliqué. C'est super dur en fait, parce que tu te dis, bon, bah, j'ai fait ce jeu pour te montrer ça. Regardez, si j'enlève l'idée de départ, ça marche beaucoup mieux. Si ça se trouve dans 5 ans, ton idée de départ, tu la ressortiras pour autre chose. Mais voilà, tu pars d'une idée A qui t'inspire des choses, tu crées un univers, etc. Et t'enlèves le départ et ça, c'est enfin, c'est super dur. C'est très compliqué en fait de se dire, je peux. Ah bah oui, je peux. Mais c'est un peu lâcher le prise. Pas trop envie. Puis c'est dur de se dire le truc. Mais c'est un bon moyen de repérer les bons testeurs. C'est un testeur qui te dit, mais pourquoi il y a ça? Ah, c'est l'idée de départ. Bah, enlève. Ah ouais.
Bon, toi, t'es un bon testeur, je te garde. Après, oui, enfin, moi, comme sûrement, je suis sur une idée, enfin, sur un projet qui est rattaché à un milieu bien précis, qui est la conservation de la nature. Donc, voilà, moi, c'est vraiment par là que je veux aller. Donc, après, je peux changer le système du jeu, mais je garderai l'idée, même s'il faut adapter le système. Quand je parle d'idée, c'est plutôt l'idée mécanique. Ouais, c'est d'accord. Après, l'idée mécanique. Après, des fois, c'est pas l'idée thématique, tu es bloqué sur un thème et ça bloque, et puis tu changes complètement de thème. Mais c'est la difficulté quand on part, comme vous deux, j'ai l'impression, quand on part d'un thème pour vouloir développer un jeu à partir du thème, parce que moi je fais la plupart du temps en fait. Et tu peux pas te débarrasser du thème après. Oui, mais par contre, tu peux te débarrasser des idées mécaniques. Oui, carrément. Ça m'est déjà arrivé de partir du thème et tout. Je pars du thème, j'ai créé la règle, et j'enlève le thème pour faire. Ouais, on peut l'inverser. Ça marche beaucoup mieux. Parfois, ça t'a inspiré quelque chose, t'as quelque chose en tête, mais ça bloque à cause du petit problème. Il faut élaguer. Parfois, des jeux passent d'un thème à un autre. Sur ce thème-là, il y a cet élément qui est arrivé, puis tiens, j'ai changé de thème, puis là, ça m'a permis d'abandonner ça et ça, puis et maintenant le thème c'est. Donc voilà, il peut aussi y avoir. Ça, en effet, parfois le thème c'est un donné. C'est une donnée de départ et il n'y a pas à changer ça, c'est un impératif avec lequel il faut composer. Ce qui est compliqué quand on part du thème, c'est que moi je lis des bouquins, je lis plein de trucs dessus, et du coup j'ai une masse de données qui pourraient faire un truc au final je garde mais 3 fois rien que le cœur du. Puis ça suffit en fait. Informativement, ça suffit largement parce que la plupart des gens ils sont comme en fait. Tout ce qu'il y a dedans et peu de bribes d'informations, de concepts qui ressortent après une partie, c'est déjà merveilleux en fait. Si y a 3 fois rien qui sort, après si c'est un jeu qui est blindé de données, est-ce que c'est vraiment un jeu? Ça dépend de la cible aussi. Est-ce que c'est un jeu qui doit être commercialement vendu et pour les joueurs? Est-ce que c'est un jeu qui doit être dans des structures, pour des ateliers, des animations avec un meneur de jeu? Enfin. Oui, bon, au début c'était destiné à ça, à générer des ateliers, des centres. Donc c'est différent avec toujours un animateur pour l'expliquer. Et l'idée vraiment, c'est sur les financements de campagnes électorales en France. Et l'idée c'est qu'un joueur qui manipule le jeu, à la sortie de la partie, est bien par la manipulation du jeu, compris le trajet de l'argent, comment dépasser les limites de budget de campagne, etc. Par la manipulation. Par la manipulation des éléments du jeu. Et il y a un vrai pouvoir ludique pour des gens qui aiment les jeux stratégiques. C'est ça. Et bien sûr, c'est une critique sociale, c'est pas pour apprendre comment dépasser le budget. Détaché de toute propagande dans quelconque. Il est très documenté, donc je ne tire aucune conclusion, les joueurs. Mais voilà, donc en le rendant réaliste et efficace en termes de jeu, il s'adresse à très peu de personnes. Enfin, à des gens qui aiment des jeux stratégiques complexes. Et donc je perds le potentiel pédagogique. Parce que tu vois, quand tu penses à des jeux comme Casse-toi pauvre con, ou La course à l'Elysée, ou même Junta, c'est des jeux qui sont des critiques très intéressantes des rapports de force et de espèce de pouvoir absolu qui corrompt absolument, et qui sont quand même assez légers. Oui, donc il y a peut-être moyen qui reste dans la symbolique. Moi, je veux pas juste. Le jeu n'est pas là pour éveiller le sens critique sur la vie politique. C'est pas ça. C'est faire comprendre les mécanismes qui sont en jeu. C'était ça l'enjeu. C'est vraiment très intéressant. Enfin, je ne sais pas si d'autres amis ont des. Il y a autre chose, c'est la ludification de tout.
la gamification de tout autour de nous. Et donc voilà, après, c'est si tu as, je sais pas, un espèce de gros rapport sur tel ou tel sujet un peu abscon, et tu dis, ok, les gens vont jamais arriver à le lire, mais si toutes les 5 pages, ils reçoivent un petit macaron ou un petit... ou si on met des indices cachés à certains endroits, et voilà, qui est une démarche alors tout à fait autre, et moi je suis pas extrêmement familier de ça, mais ouais, ça peut être aussi un truc à creuser. Mais alors voilà, en fait, c'est vrai, il faut se demander quel est le public, quel est l'objet qu'on cherche à créer, quelle est la démarche au fond. Ouais. Quel est mon but? Là, j'aurais tendance à dire que pour l'instant, il semblerait que tu sois cul entre deux chaises, tu ne sais pas où tu veux aller. Et c'est peut-être ça le point de départ. Oui, la solution à ton problème, c'est ça, je pense. Ouais. Soit j'abandonne le fait de vouloir toucher un maximum de gens. Ou alors tu abandonnes le réalisme exacerbé. Focalise. Voilà, quelle est ta priorité? Et forcément, vu que tu auras une priorité, tu devras faire des concessions sur ce qui n'est pas ta priorité. La création de jeux, c'est une quête spirituelle, c'est un chemin vers la connaissance de soi-même. Par rapport à ce que tu disais tout à l'heure, la gamification. De mon point de vue, je trouve ça assez dangereux en fait. C'est-à-dire que, je prends l'exemple des lieux d'exposition, des musées, etc., où il y a de plus en plus de tablettes, de plus en plus d'écrans, etc., où on se sert du jeu, on se sert du ludique pour amener les gens vers les œuvres. Et souvent, au contraire, ça crée une espèce de barrière. On n'approche pas le spectateur des œuvres, on les amène vers une manière de vivre le musée ou de consommer le musée en fait. Et du coup, il y a quand même une barrière qui se crée. Et une barrière double, étant donné je trouve qu'elle empêche de voir le jeu en tant que médium en fait. Elle empêche de voir le jeu en tant que médium, en tant que tel. Voilà. On considère plus le jeu comme un outil à cause de la gamification, plus que comme un système à part entière, quoi, comme la peinture, soit la littérature. Quoi. C'est pour ça que je trouve ça un peu dangereux la gamification. Et, du coup, c'est une question un peu qui rejoint quelque chose que vous avez déjà un peu évoqué, qui est est-ce qu'il s'agit d'un jeu ou pas? C'est une question qui revient souvent, je trouve, même dans le jeu vidéo. On a souvent, je pense par exemple à un jeu qui s'appelle Beginner's Guide, qui reprend des codes très vidéoludiques, quoi, mais avec une narration un peu alambiquée. La question se pose, quoi. Est-ce qu'il s'agit d'un jeu vidéo? Est-ce qu'il s'agit d'une expérience interactive? Est-ce qu'on s'en fiche un peu ou pas? Enfin, voilà. Je trouve que c'est une question aussi à se poser pour savoir où est-ce qu'on va. Oui. Disons que, très humblement, juste pour poursuivre ce questionnement, moi j'ai une certaine réticence en effet à toute forme d'instrumentalisation. Donc si on dit le jeu, la gamification, on utilise le jeu comme moyen en quelque sorte, mais en même temps, je sais pas, dans le cinéma ou la littérature, ça ne nous choque pas, on trouve ça presque plutôt bien que ce soit engagé. Une œuvre engagée, une œuvre qui a un message, une œuvre qui veut susciter un... Donc, le jeu, il peut aussi porter ça. Il peut aussi être un moyen en vue d'une fin qui le dépasse. Donc, je sais pas, en tout cas, c'est un questionnement super intéressant. Je pense qu'il y a une différence entre être engagé et être documentaire. C'est-à-dire, est-ce qu'un le guide des oiseaux d'Europe est une œuvre littéraire? C'est un livre documentaire. Et il y a des jeux, dans le jeu on ne fait pas le tri entre le jeu documentaire, c'est le jeu pédagogique, et le jeu ludique, pur, qui peut être engagé ou non. Les Poilus est un jeu engagé. Quand tu joues pour jouer, mais tu ressens quelque chose sur l'amitié plus belle que la guerre, etc. Donc t'es assez triste à la fin de la partie, quoi. Pardon? T'es assez triste à la fin. Des fois, c'est triste. C'est réussi, hein. T'es assez triste après un film. Oui, non, mais du coup, c'est pas du tout péjoratif. Voilà. C'est fort de faire ressentir la plupart des émotions qu'on ressent quand on joue. C'est quand même de déconner à la banane à la fin de la partie. Je trouve que de faire ressentir une autre émotion comme la nostalgie ou vraiment de la tristesse comme à la fin d'une partie du Poilus, c'est un sacré coup de force. Ouais, c'est ça. C'est ça.
Je trouve ça cool. Mais là, c'est un jeu engagé, quoi. C'est pas un jeu pédagogique ou documentaire. Et je pense qu'on a ça dans les autres médias, c'est-à-dire il y a des films documentaires qui sont considérés comme des œuvres d'art à part entière, puis il y a des films documentaires qui sont plus de l'ordre du journalisme. Ouais. Tout à fait. Et puis dans le jeu, il y a une confusion entre. Il n'y a pas de barrière claire. C'est vrai, c'est vraiment intéressant. Puis il y a une autre dimension aussi, parce que là tu parles dans le contexte muséal. Est-ce que dans un musée, le but c'est de. Enfin, est-ce que c'est une démarche où il s'agit d'accumuler de la connaissance, ou bien au contraire de susciter le questionnement? Et donc là aussi, voilà, enfin, c'est pas mon domaine, mais clairement il y a aussi une grosse tension où s'il s'agit d'accumuler une espèce de transmission de connaissances et qu'on se dit ok, comment on va leur faire ingurgiter ça par de nouveaux moyens, alors on peut se dire ah oui mais le jeu devrait passer sur ça, mais il y a une question plus fondamentale qui est qu'est-ce qu'on vient faire dans un musée? Voilà. Les gamins se posent souvent la question. C'est ça. Tu voulais aussi? Non, oui, si, déjà, c'est vrai. Il faut savoir, du coup, ce que j'ai pu comprendre de ce qu'on disait avant, c'est que vous n'hésitez pas à développer vraiment plusieurs protos en parallèle. Donc, quand on commence, généralement, on a tendance à se focaliser sur ce qu'on est en train de faire. Pour vous, vraiment, développer plusieurs idées en parallèle, ça aide au développement de... Je pense que, je sais pas les autres, mais moi au début, quand j'ai commencé à faire des jeux il y a une dizaine d'années, j'avais un jeu. C'est ça, ouais. Je développais un jeu qui d'ailleurs est à la poubelle depuis très longtemps. Mais j'ai passé plusieurs mois à ne faire que ce jeu. C'est qu'après que j'en ai fait d'autres, et puis après, je sais pas, en fait, c'est une espèce d'engrenage. On a des mécaniques nouvelles qui nous viennent et ça devient pas systématique, mais on a envie de. Plus ça va, plus on emmène en parallèle. Enfin, j'ai pas ce qui me concerne. Moi, c'est un peu l'inverse. C'est vrai. Je commence à en faire trop à la fois. C'est mauvais, hein. Tu vois, pourquoi il n'y a pas de règle. Mais par contre, je pense qu'il y a un juste milieu à viser, quoi. C'est-à-dire d'en faire. Enfin, sauf si on s'appelle Bruno Catalan, on peut en faire 50 à la fois. Mais voilà, il faut trouver un juste milieu où le nombre où tu es capable d'avancer concrètement sans saturer. Et puis tous les jeux ne demandent pas le même investissement en fait. Il y en a qui vont avoir une idée qu'on va estimer belle, ça va être un jeu très simple, qui n'aura pas du travail de finition, d'équilibrage, etc. très très compliqué et très très long avec des tests très très longs, etc. Donc celui-là on peut le mener vraiment à temps perdu facilement, parallèlement à d'autres qui eux vont être beaucoup plus chronophages. Enfin voilà, on va avoir plein de choses différentes. Et puis l'autre question, c'est qu'il y a du temps qui est vraiment du temps matériel, c'est fabriquer le produit, faire les tests, rédiger les règles, etc. Et puis il y a tout le temps de cogitation. Si tu as fait un test, tu as trouvé une situation de blocage et c'est le temps de trouver la solution. Si tu bloques sur un seul jeu, bon, des fois la solution elle arrive de la limite finale du test, c'est parfait. Mais des fois elle ne vient pas de suite. C'est là où je trouve qu'il est important de passer à autre chose. C'est sur la phase d'efflexion. Par contre, avoir trop de projets à la fois sur toute la phase pratique, voilà. Il y a un moment où c'est pas possible. Ou alors, tu fais que ça. Le truc, c'est que plus ça va, plus on attaque des nouveaux, puis il y a tous les anciens qui restent, et qu'on va ressortir régulièrement, et du coup, forcément, ça va. Puis il y en a qui sont à la poubelle, parce que vraiment. Ah oui, il y en a qui sont il y en a pas qui sont portés à la poubelle. Pour pouvoir recommencer de nouveau, il faut en jeter. Tu peux piocher des idées quand même. Ah mais de temps en temps, j'ai vu ça. En fait, ça part pas à la poubelle, ça part dans un sac caché au fond du couloir, puis de temps en temps, je vais regarder dedans. Non. Ah ouais, celui-là, tiens. Puis il y a l'idée qui revient. Il ressort de la poubelle. Moi, j'ai aussi exactement ça, et aussi avec cette même difficulté à choisir. Voilà, j'ai mon carnet avec tous les noms de projets, tous les protos, et voilà, et ça prend du temps. Et donc, ce choix de, ok, et là, bon, première chose, en effet, je crois que c'est une bonne idée de sortir de la diète unilatérale de un seul jeu où tout va dans cette grande œuvre. Et puis après, pour le choix de dans quel projet investir, moi personnellement, j'en suis à ce stade de ma réflexion à suivre ses envies. Mais bon,
Après, je sais pas. Si je suis à l'écoute de tous les conseils qu'on peut échanger, mais en tout cas, c'est là. Alors moi, quand je ne sais pas sur lequel bosser, voilà, il y en a 3-4 que j'ai envie de bosser dessus, mais bon, matériellement, je peux avancer plus sur un. Je présente les 3-4 idées à madame et dit ouais, non, ça c'est nul, ça dit ah ouais, ça c'est bien, ok, merci. Voilà. C'est une méthode de tri comme une autre, mais. Très bien. Vu qu'à chaque fois, elle a dit ah ouais, pour les jeux qui ont finalement été édités, je me dis que c'est pas une mauvaise idée. Ça devient stratégique. Ouais. Tu nous la présenteras. C'est vrai, quand on commence, on se focalise beaucoup sur un seul. Ouais, ce qui peut être dangereux, c'est de se focaliser, Ouais, que ça soit trop notre bébé en fait, et qu'il y ait trop d'affect dedans. Même si c'est important. Et paradoxalement, c'est super important, enfin, Ouais. je trouve. Mais Et surtout qu'au début, je trouve que ça prend beaucoup de temps parce que le premier proto, première fois qu'on fait, donc, enfin, moi sur les premières phases, les 2-3 premiers mois, à chaque playtest, je changeais la moitié. Donc, au début, ça évolue beaucoup. Donc, t'as pas forcément le temps de penser à d'autres choses. Enfin, c'est mon cas. Moi, sur les 3 premiers mois, à chaque fois qu'on jouait, j'avais d'autres idées où je voyais des choses qui n'allaient pas, où on me disait qu'il y avait des choses qui n'allaient pas. Donc, je changeais beaucoup de choses au début. Donc là, ça commence à beaucoup moins changer. C'est plus du détail. Mais c'est vrai qu'au début, t'as pas forcément le temps parce que t'as tellement de choses à revoir et à rechanger sur une base que j'avais pas forcément le temps d'esprit de réfléchir à d'autres choses. Et puis parce que c'est le premier aussi et que je ne suis pas autorisé forcément aussi à réfléchir à autre chose. Et quand on dit de pas. En fait, des fois, quand c'est le premier, on met tellement d'espoir dedans. Ouais, c'est ça. Et il n'y a pas forcément une issue favorable en termes d'édition. Il ne faut pas que ça soit le truc soit un décourageant qui nous démonte complètement et que ça nous démonte, on ne peut jamais machin. C'est dommage parce qu'au final, on peut avoir d'autres idées et puis on peut retravailler. Ça t'apprend plein de choses en faisant. Ouais. Oui. Mais voilà, le premier est rarement parfait, quoi. Rarement parfait. Un jour, mon premier reviendra. Il faut le montrer en fait, il faut vraiment le montrer à mort, je trouve. Enfin, je trouve que c'est vraiment un truc crucial. Quoi. Ça nous sort, nous, notre ligne dans laquelle on se tient, et puis les autres, ils apportent énorme. Quoi. Enfin, au final, on fait un jeu pour que les autres y jouent, donc dès le début, quand on a un truc qu'on pense montrable, c'est bien de. Et du coup, est-ce que vous bossez systématiquement tout seul, ou justement pour un peu. Est-ce que ça vous arrive de bosser à 2 auteurs? Très souvent. Et nous, enfin, en ce qui nous concerne, on est, je démarre forcément tout seul. Et à partir du moment où je commence à faire un proto, moi en fait au début je fais un proto et je fais des parties tout seul où je simule plusieurs joueurs. Ça a l'air très con, ça va. Ça nous arrive. Ouais, il faut être un peu schizophrène. Il faut voir les vidéos, c'est vraiment très cool. Les vidéos. Non, le pire, c'est quand tu fais un sale coup à ton autre toile. ça c'est normalement c'est que le jeu est bon. Il y a des jeux, c'est pas possible de faire des tests tout seul. Enfin, il faut le paramètre humain qui est trop. Mais après, très rapidement, on se voit à d'autres auteurs et puis on joue à plusieurs très vite, beaucoup. Mais sans que ce soit un vrai auteur, c'est-à-dire juste de la critique et de l'avis d'autres auteurs. Déjà, un truc, c'est que c'est vrai que c'est particulier, le jeu comme forme de création, c'est impossible de le créer tout seul. C'est magnifique, c'est forcément interactif comme forme de création. Et donc ça, c'est déjà quelque chose de vraiment dépassant. Après, moi aussi, personnellement, Tim, qui est là, moi j'ai beaucoup plus de plaisir à faire des jeux avec des potes que tout seul. Mais vous, c'est aussi ce qui est moins important. Voilà. Je suis contre-exemple, mais parce que je suis perdu au fin fond de la campagne. Oui, mais vous êtes ensemble. Perdu à deux, ça va. Ta femme qui dit oui, non. Oui, voilà, ça fait le tri sur le thème, les idées de départ. Chez nous, il ne se passe pas une semaine, clairement, sans qu'on se retrouve à plusieurs auteurs pour se faire tester qu'on joue à nos jeux respectifs et qu'on se visiter, etc. Enfin, tout le monde est au courant de tous les jeux qu'on développe tous. En même temps. Dans nos idées aussi, on a fait. Toi, c'est la carte, ouais. On a le Cajo. C'est vrai que c'est génial. Ouais. Puis on est super content de donner des bonnes idées aux copains. On recevoir les aider et de recevoir. Et quand on en reçoit aussi. Ouais. Là, c'est hyper riche, ça. Donc, je sais pas, en fait, c'est vraiment du miel de se créer un groupe d'auteurs de confiance, sans condescendance. Et qui ne disent pas de dire, non, mais c'est parti, c'est dans les
Là, c'est de la merde ce que tu fais. c'est clair. C'est vrai qu'au début, les avis négatifs sont plus. Des fois, c'est vexant parce que tu as passé du temps. Il ne faut pas être trop susceptible. Mais bon, après coup, c'est vrai, c'était nul quoi. Mais c'est pour ça que le montrer à mort avant de trop s'investir dedans et qu'il y ait trop d'affect dedans, c'est quand même bien parce qu'on ne perd pas trop de temps, on ne perd pas trop de soi. Ouais, ça c'est un point vraiment super important, c'est les tests très tôt. Pas attendre que le truc soit wow, super, vraiment impeccable, on pense, sur papier. Et puis là on teste et il faut y aller directement. Il vaut mieux avoir la petite idée de base et après commencer déjà à présenter. C'est mieux dans ce sens-là en fait. Parce que souvent j'ai tendance à faire ça, de vraiment aller au bout, jusqu'au bout et seulement le présenter, je veux dire peut-être 6 mois après. Finalement il change, ça change énormément à la fin. Oui. Enfin, attention, il ne faut pas le présenter à ton éditeur favori, ton éditeur fantasmé, alors que c'est juste un truc tout pourri. Ça, il faut vraiment prendre le temps de le tester avant. Mais par contre, aux gens avec qui tu vas tester le jeu, soit tes meilleurs potes de ta famille, soit mieux encore, comme on disait, des gens qui ne vont pas hésiter à critiquer, ou tout aussi intéressant, des gens que tu n'as jamais vus avant, dans club de jeux, etc. Encore beaucoup mieux, avoir une diversification des publics. Là, si les gens sont d'accord de le tester, alors que c'est juste 3 bouts de carton avec des trucs griffonnés, super, faut profiter. Se créer un groupe de confiance, de vraie confiance, c'est vraiment hyper avantageux. Ok, excuse-moi, mais je peux pas parler de ça. Il y a un autre truc pour ça. Moi, je trouve, il faut éviter de trop vite rentrer, je pense, dans la création d'un prototype qui est bien avancé, sur lequel tu vas passer du temps. Ouais, ce que j'ai tendance à faire en fait. Alors, c'est chouette pour toi, hein. C'est vrai que c'est gay à ce moment-là, mais ça peut arriver assez régulièrement. Tu vas dans mon cas, tu fais toute ta maquette et tout, tu te rends compte que la moitié de ta maquette, à cause de la mécanique, elle ne tourne pas. Et donc, tu as passé beaucoup d'heures sur un truc qui en fait n'était pas du tout important. Bon, il faut quand même que la mécanique qu'il y ait quelque chose à faire avant de le présenter. Oui, mais tu peux. Ce qui veut dire, je pense, c'est que tu peux pas passer du temps à faire un proto hyper shadé avec des super dessins et tout. Ah oui, non, c'est un début. Moi, je parle de la mécanique. Souvent, souvent, tu vois des premiers jeux ou des comme ça avec un truc super beau machin et puis qui n'a pas encore tourné en fait. C'est-à-dire que l'idée vient de sortir et puis paf, machin. C'est une semaine avec. C'est super beau. Ça marche pas. Non, mais si mon proto c'est tout cube, voilà, j'ai découpé des trucs et c'est tout. C'est embêtant de faire des illustrations pour rien en plus. Ouais, bah elles serviront plus jamais. Donc le jeu ne marche pas. On nous fait signe qu'on doit arrêter la partie officielle de cette conversation officieuse, mais on peut continuer. Et en tout cas, vraiment, tout grand merci à tout le monde. C'était vraiment super chouette. Et voilà, ça continue, mais les caméras vont s'éteindre. Bye.